il y avait l'accueil et il y avait quand même tous les gens qui attendaient derrière, puis qui dit, voilà, mon mari m'a violé. Pardon? Plus fort, mon mari m'a violé. Ah, faut appeler mon collègue. Viens, viens vite. Et puis il vient. Tout le monde Alors, vous venez pourquoi? Mon mari m'a violé. Pardon, elle est partie. Alors, ce qui fait que là encore, je pense qu'on est un peu dans notre domaine, alias le traitement des victimes. Oui. Voilà, le traitement des victimes. Alors donc, ce qu'il faut... Voilà, mais là, en fait, dans cette convention européenne des droits de l'homme, donc, cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Alors, équitablement, ça veut dire l'égalité des armes. L'égalité des armes. Délai raisonnable, bon, ça... Alors, le délai raisonnable ne s'apprécie pas... le délai raisonnable ne s'apprécie pas en fonction, comme ça, un truc, faut maximum 1 an pour tout le monde, mais bel et bien en fonction de la difficulté du dossier. Hein, de la difficulté du dossier. Donc... De la difficulté du dossier. Ah oui. Voilà, parce que bon, il y a des infractions qui sont plus difficiles à constater que d'autres. Par exemple, on reprenait le cadre de l'abus de faiblesse, article 222, 223, 15, 2, ça je le montrerai bon, à l'occasion, parce que c'est un dossier qui s'est plaidé cette semaine, mardi, et qui était complètement ubuesque. Mais donc, il faut... Donc là, on a quand même donc, les garanties. Les garanties qui se justifient toutes. Ensuite, on a... Ah bah tiens, j'ai mis les 2 et 3 aussi. Hein. Voilà, parce que ça, il y a la présomption d'innocence, il y a être informé dans un plus court délai, voilà, de la nature de la cause, de tout ce qui est porté contre lui, pour se défendre, pour s'expliquer. Et temps et facilité nécessaires, se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Dans notre cas, c'est l'aide juridictionnelle, si jamais il ne peut pas, hein, gratuitement par un avocat de justice. Interroger ou faire interroger, bon, ça c'est... On reprendra plus tard tout ça dans la procédure. Et donc, on a quasiment toutes les garanties qui sont énoncées dans cet article. Maintenant, on peut dire c'est quand même un peu la prime aux délinquants. Et c'est là que je ne suis pas d'accord, parce que ces garde-fous sont là pour éviter qu'on se trompe de cible. Ça arrivera toujours, parce que la justice est rendue par des humains, mais c'est pour éviter qu'on parte dans une direction erronée, par exemple. Et pour terminer avec les garanties, on a le code de procédure pénale comporte un article préliminaire. Et donc, la première phrase est fondamentale. Il y a eu une nullité de garde à vue comme ça. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Ça comprend notamment l'impartialité de l'enquête, qui fait partie de la procédure pénale. Vous êtes sûr que l'enquête sera impartiale, parce qu'il y a quand même du monde qui intervient sur l'enquête. C'est dans les pièces. J'avais un PV de garde à vue, moi, qui m'avait mis en joie. Alors ça, c'est parti direct à la fin de l'instruction. C'était... bah oui, voilà, c'est ça, si on regarde... Oh, la belle nullité, voilà. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était en garde à vue depuis 24 heures à peu près. Quelqu'un qui était en garde à vue depuis 24 heures. Et qui, à un moment donné, on lui met un élément sous le nez. Et les gendarmes ont mis... qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils regardent ces pièces. Je crois que c'était il pallie et il comprend son implication dans l'infraction. Son implication dans l'infraction. Autrement dit, il juge à la place des juges. Oui. Alors là, direct. Chambre de l'instruction, chambre de l'instruction, ça ne tient pas. Ce qui fait qu'il n'y a plus de garde à vue. C'est ce qui fait qu'il faut se débrouiller avec les autres pièces. Alors, au passage, je reviendrai dessus en matière de garantie.
quand on fait sauter une pièce, ça ne veut pas dire que toute la procédure saute. On n'est pas comme dans... Il y a des séries comme ça que j'aime bien. Voilà, il manque, il a mis un point à la place d'une virgule, je demande l'annulation de la pièce et l'annulation de la procédure. Non. Non. Sinon, voilà. Donc voilà. Et donc, du coup, on reprend, vous voyez, cet article préliminaire reprend à peu de choses près l'article 6.1, formulé différemment. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc formulé un peu différemment. Une question. Est-ce qu'on peut dire, à travers la première phrase, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, est-ce qu'on peut dire que c'est cela qui justifie le droit à avoir un avocat comme office, même quand la personne n'a pas les moyens? C'est-à-dire donner tous les droits à tout le monde, quels que soient ses moyens. Équitable, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les parties sont sur un pied d'égalité dans la procédure. Partie civile, parquet qui sur le volet pénal a quand même plus de prérogatives, et mise en cause. Maintenant, contradictoire, c'est-à-dire que tout le monde doit voir toutes les pièces. La chose, moi, qui me met en joie quand on voit ça dans les procès, c'est quand on vient et un coup de théâtre au procès en disant voilà, et cette pièce... Non, toute pièce doit avoir été discutée. Et souvenez-vous, si on fait un truc comme ça, si on fait quelque chose comme ça, par exemple, dans un procès, en première instance, par exemple, dans un procès criminel, où on sort une pièce sans l'avoir communiquée, déjà, ça fait, parce qu'il y a des avocats d'assises, ça fait un barouf de tous les diables, et ensuite, quand on est en appel, parce qu'on peut dire là, en première instance, ok, on fait appel. Donc il n'y a pas vraiment de vice de procédure en première instance. Mais en appel, il y a la cour de cassation derrière. Et la cour de cassation, elle vérifie le droit. Donc là, il faut faire très attention là-dessus. Donc c'est ça, et préserver l'équilibre des droits des parties. Voilà, donc séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, parquet, juge. Voilà, donc ici on a à peu près toutes les garanties. Voilà, donc les mesures de contrainte sur la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Les contraintes, c'est la détention provisoire ou le contrôle judiciaire. Voilà. On y reviendra. J'oublie. J'arrête là. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un fossé potentiel pour le moins entre le texte et la réalité. Si je reprends chacun des termes, déjà, la procédure pénale doit être équitable. S'il s'agit d'une véritable égalité des armes, comment déjà rétablir cette égalité face à la flagrante inégalité entre un parquet, qui est une institution, face à un individu qui est une personne physique, un parquet qui a l'opportunité des poursuites et l'individu qui n'a que ses yeux à pleurer lorsqu'il est face à l'autorité qui a décidé de le poursuivre, un parquet qui a la joie de faire éternuer et donc, le parquet, je veux dire, qui a vraiment le pouvoir. On peut dire ça. C'est un pouvoir. Un pouvoir de quoi? Pas de broyer l'individu? Non. Le pouvoir de poursuivre. Le pouvoir d'initier une procédure, d'engager une procédure, d'engager la machine judiciaire. Ou pas. Bien sûr. Il y a ce pouvoir. Et un individu qui, encore une fois, ne pourra, dans un premier temps, qu'être entendu et défendu. Mais qu'a cet individu comme pouvoir équitable, comme contre-pouvoir équitable, à la hauteur, à la mesure de celui du parquet, pour vraiment être en équité de défense face à cette institution. Très clairement, ça n'est pas la réalité. C'est ce qu'on va bosser, oui. Ensuite, deuxièmement, contradictoire. Alors, contradictoire, ça veut dire tout doit être dit dans un sens comme dans un autre. Effectivement, à charge et à décharge. Très bien. Je crois d'abord qu'un juge d'instruction, ou un policier, ou un gendarme, qui certes a pour mission d'instruire à charge et à décharge,
fait quelque part une mission à contre-emploi, difficilement possible ou pleine et entière, parce que il doit s'imposer à lui-même à charge et à décharge. Et c'est comme si donc il était à la fois l'accusateur et l'avocat. Or, clairement, un policier, il est plutôt dans l'accusatoire, quoi qu'on en dise. Il cherche en tout cas à connaître des éléments qui pourraient amener des éléments matériels en matière de preuve, bon, à charge dans un premier temps, bien que, évidemment, un bon policier ou un gendarme ira se dire que cette preuve-là n'est pas une véritable preuve, n'est pas suffisante, ou que j'ai rien trouvé, donc j'en reste là. Mais il y a une grande différence entre j'ai pas prouvé, j'en reste là, et je cherche vraiment des informations qui, autant j'ai passé 4 heures à essayer de prouver quelque chose, j'ai passé au moins 4 heures à prouver que ça serait peut-être le contraire. Et ça, je dis qu'en pratique, en tout cas, et dans la psychologie d'un policier, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus délicat. Et je finis. Ah. Lorsqu'on a effectivement la séparation, je reste aux 2 lignes, je suis gentil, la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités du jugement, je rappellerai de la même manière qu'on a fait un distinguo tout à l'heure sur le parquet qui ne serait pas un juge, parce qu'effectivement il y a les juges, la magistrature assise comme on dit, hein, et puis les autres, d'accord, c'est vrai, mais enfin ils viennent tous de l'ENM. Ouais. Dans leur carrière respective, ils peuvent évidemment passer de parquet à juge d'instruction, tout ce qu'ils veulent, et évoluer évidemment dans la même sphère judiciaire. Force est de constater que même s'il y a le bureau du parquet qui, imaginons, au 3e étage, et puis celui de l'instruction au 2e, ils sont quand même dans le même établissement, ils vont se croiser, ils vont se parler, ils vont manger ensemble, ils vont peut-être faire plus, qui sait. C'est encore autre chose. Et qu'on est loin, mais loin de la séparation qu'on préconise. On souhaiterait effectivement pour qu'il n'y ait aucun lien véritable. C'est tellement vrai quand on avait le temps du juge de la liberté et de la détention avec le juge d'instruction. Quand le juge d'instruction en tout cas faisait tout, bah, lui, il pouvait, s'il avait envie effectivement de mettre en incarcération parce qu'il n'y avait pas ce distinguo, mais même lorsqu'il y a ce distinguo, lorsqu'il y a effectivement 2 juges qui ont une fonction différente, l'un qui instruit, l'autre qui peut dire il va en détention ou il n'est pas en détention, il y a, quoi qu'on en dise, je ne vais pas dire qu'il y a connivence, ça serait trop fort. Non. Je ne dirais pas non plus qu'il y a... mais il y a une possibilité. Il n'y a pas une véritable séparation, voilà, très clairement. Et il y a la possibilité qu'il y ait des liens, dans un sens comme dans un autre, lorsque l'occasion se fait sentir. Mais il n'y a pas que ça. Dans ce cas-là, on peut aller plus loin. On peut objecter suspicion légitime dans ce cas-là. Ah non, suspicion légitime, on n'est pas dans la... Non, je dis simplement que, bon, voilà, il faudrait peut-être, tout simplement en conclusion, renforcer les garanties réelles, pratiques, de ces principes qui sont, me paraissent effectivement essentiels, mais qui ne me semblent pas être assez garantis ou assez franchement établis dans les faits. Alors, il y a une évolution. Jusqu'au 8 décembre 1897, l'avocat ne rentrait pas dans le bureau du juge d'instruction pendant les auditions. C'est-à-dire que Vacher, par exemple, puisque vous avez... je crois que vous avez suivi une journée sur Joseph Vacher. Vacher a été interrogé par le juge Fourquet en dehors. Il n'y avait pas de PV, il n'y avait pas d'avocat, puisqu'il ne rentrait pas à l'époque. Et donc, ce qui fait qu'il y avait c'est une procédure qui, en l'état actuel, aurait été torpillée quasiment au tapis. Bon, il aurait été poursuivi, les garanties auraient été respectées. Si c'était maintenant. Mais, en tout cas, nous avons quand même une évolution. La garde à vue, avant qu'elle soit réglementée, c'était une pratique policière, en fait, de rétention. Elle n'était pas réglementée, elle l'a été. Puis, peu à peu, on voit quand même une évolution dans l'arrivée de garanties, l'arrivée de possibilités d'intervenir pour les parties, parce que le domaine de l'intervention, à un moment donné, il y avait aussi un oublié, c'était la partie civile ou la victime, qui peut maintenant, au même titre, on y viendra après, demander des actes.
depuis la loi du 15 juin 2000, présomption d'innocence et droit des victimes. Voilà, donc, c'est pas parfait, ça ne sera jamais. L'important, c'est que ça bouge. Bouge dans un sens, dans un autre. Après, la justice est rendue par des humains. Oui, c'est mieux, mais c'est pas équitable. Dans tous les domaines, dans tous les services, dans tous les services publics, privés, etc., tout travail relève de l'être humain. À partir du moment où c'est qu'une personne qui agit sur un dossier ou sur une rencontre quelconque, il y a le ressenti, il y a le vécu, il y a tout ça qui va rentrer en compte, et il y a la surcharge du travail qui existe réellement en France et qui fait qu'on laisse de côté une certaine procédure en se disant, oh là là, je vais rentrer dans une plainte alors qu'après il va falloir instruire un dossier, etc. Eh bien, faites une main courante. Donc c'est un peu ça aussi. C'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse, mais c'est une réalité, comme disait Laurent, il y a une réalité où la personne devient se blinde. Dans le social, par exemple, on dit se blinder. La personne, elle est en train de crever, hein, elle est malade, etc. On n'appelle pas le médecin parce qu'on se blinde. On a toujours dans l'idée qu'elle dit peut-être faux, qu'elle ment. Voilà. Donc dans tous les services, il y a toujours un être humain qui fonctionne mal. Je reprends même l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, qui était très simple, d'une personne qui arrive dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie et qui veut porter plainte. Sans même aller dans le cas encore plus évident de mon mari vient violer ou l'a maltraité, l'a battu. Le simple fait que un policier ou un gendarme en vienne, quelle qu'en soit la raison, à ne pas prendre la plainte pour une main courante, ça, juste ça, montre l'inéquité du système. Parce que qu'est-ce qu'a, au bout du compte, le plaignant comme recours ou alternative de son propre chef, j'insiste bien, de son propre chef, face à l'institution policière, face aux policiers, face aux gendarmes, pour que dire non monsieur, je ne veux pas une main courante, je veux une plainte. Si le policier ou le gendarme se refuse à ce moment-là, il y aura des recours, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent tout de suite là, rien que pour ça, l'inégalité. De fait, entre une institution qui a un pouvoir et qui peut l'exercer, et un individu qui déjà est en vulnérabilité ou qui a en tout cas un petit souci, et qui aura très peu de moyens, en tout cas moins de moyens, pour s'opposer à ces institutions et s'imposer à elles, même dans son devoir. Et si on doit donc à chaque étape de la chaîne procédurale, en droit pénal et en procédural, en revenir à la même inégalité, vous imaginez qu'il y a plein d'occasions en réalité pour lesquelles... Et c'est ce qui justifie d'ailleurs au passage, c'est ce qui justifie pleinement l'erreur judiciaire. L'erreur judiciaire, c'est la succession de manquements ou de négligence ou d'insuffisance parce que précisément on n'a pas été équitable. Il y a quelque chose par exemple pour finir, dans ce petit texte aussi qu'on a vu, il n'est absolument pas mentionné l'insuffisance mentale ou la déficience mentale ou l'handicap psychomoteur lié à l'individu. C'est-à-dire qu'on ne parle que de la langue. S'il y a un problème de langue, on va prendre un traducteur. Mais s'il y a par exemple quelqu'un qui est déficient, qui est débile mental, qui est arriéré mental, même s'il a droit à un médecin au départ, on est bien d'accord, qu'est-ce qui peut être mis en place en matière équitable pour pouvoir donc pallier cette insuffisance? Alors bon, dans le cas du grand déficient mental, déjà on a le problème du discernement. Hein, donc, alors ce qui fait que ça porte un nom, on appelle ça le non-lieu psychiatrique. Hein. Donc les choses s'arrêtent là, les choses s'arrêtent là. Et donc en dehors de ce cas-là, en dehors de ce cas-là, de toute façon, après, bon, pour tout ce qui est handicapé, il y a la loi handicap, il y a l'accessibilité, il y a des choses comme ça. Mais bon, là, on sort un peu des clous de la procédure pénale. Oui, mais c'est très important. Si j'ai un individu qui a 16 ans, qui a, déjà mineur, qui a un quotient intellectuel de 8 ans,
qui en vient donc à être accusé d'un qui c'est. double homicide Ah, d'enfant, je sais qui c'est. qui en vient à être donc mis en accusation puis garde à vue dans un commissariat de police, Qui prend faire qui faire. est accusé du double homicide et qui en vient ensuite parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité mentale, il n'a pas les arguments juridiques, il n'a rien en fait, sinon qu'on lui fait croire, et il veut bien qu'on voilà, qu'il va sortir s'il avoue. Qu'est-ce qu'on a donné comme moyen à cet individu déficient, j'ai bien dit juste déficient, hein, insuffisant, comme, je dirais, libre arbitre, suffisant pour pouvoir s'opposer à non, je ne dirai pas ça, je ne signerai pas ça, je ne ferai pas quelque chose qui n'est pas la vérité parce que vous me dites que ce serait bien de le faire. Tout ça, c'est de l'iniquité. On y vient. Voilà, donc on va... voilà, je vais me cantonner, on est en criminologie, donc à une instruction criminelle. Parce que, bon, si on commence à faire les différences avec le délit, les choses... Bon, on est sur un crime, hein, n'importe lequel, hein, un meurtre, un assassinat, un braquage... Voilà, par exemple. Voilà. Par exemple, non, encore que, à la hauteur de Liverpool, ça s'arrête très net. Parce qu'on est irresponsable pénalement jusqu'à 13 ans en France. Oui, en France. Voilà. Alors là-dedans, on va prendre le cas d'un crime. D'un crime ou d'un délit flagrant. Bon, un crime, en l'occurrence flagrant. Qu'est-ce que ça veut dire flagrant? Il a été pris en flagrant délit, ça, on peut pas le Non, mais flagrant... Enfin, oui, quand je dis délit. Flagrant, il y a le constat, il y a Non. le crime. Qu'est-ce que ça veut dire? Le constat, ça c'est les actes de Voilà, c'est qu'on procédure. l'apprend sur le coup. On l'apprend tout de suite, sinon. Plus largement, plus largement. Flagrant délit, il est vu là. Il est, non, il est vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de se commettre. Voilà. il vient de se commettre. Il vient de se commettre. Il vient d'être commis. Non, mais, non, la preuve, c'est des éléments d'enquête. Là, on est sur le crime ou le délit flagrant. C'est ce qui vient de se commettre. C'est toujours à la machine à café. Ah, merci. Vous faites en bas de vous, je comprends pas. Alors maintenant, il n'y a pas de souci, les limites, il faut juste aller remplir. Ah, de l'eau. Vous la remettez après. Très bien. Voilà. Ça côté Soit qui vient de se commettre, mais soit qu'il a été, bon, il a été vu par tout le monde, hein, soit qu'il a été vu par du monde, et à ce moment-là, ou même qu'il est très récent, hein, c'est pas forcément à la minute. C'est pour ça que, voilà, qui vient de se commettre ou qui se commet, tant très voisin de l'action. Et voilà, poursuivi par la clameur publique, au secours, aux voleurs.